Dimanche 6 octobre 2013, merci de votre fidélité à Remi Ménage qui reçoit Abdou Khafor Touré, ex-directeur de la Neige, agence pour l'emploi des jeunes et membre de la Fédération nationale des cadres libéraux, Mamadou Kassé, membre de la paire et conseiller à la présidente de la République. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, l'actualité politique est très fournie. Idrissa Seck est retourné dans l'opposition. On parle d'une probable alliance entre Idrissa Seck, le Parti démocratique sénégalais, Bokk Gis Gis et le parti d'Abdoulaye Baldé. Abdou Khafor Touré, quelle lecture en faites-vous? Merci Alsan, je voudrais vous dire bonjour, saluer mon co-débatteur d'aujourd'hui, M. Kassé, et puis saluer et souhaiter un bon dimanche à tous les auditeurs et auditrices de la RFM. Ben, écoutez, il y a effectivement aujourd'hui une nouvelle situation politique. En fait, dans ce pays, il y a des mutations qui sont en cours avec la défection de Réumi de Benno Bokk Yakaar qui rejoint l'opposition. Nous sommes en train de réfléchir, hein, en tout état de cause. Aujourd'hui, il est trop tôt d'apprécier cela. Je pense que nous, au niveau du PDS, nous avons pris langue depuis très longtemps avec tous les partis d'opposition et nous avons constitué le rassemblement patriotique Bolo Taxawu Askan Wi. Aujourd'hui, en tout cas, la perspective, elle est claire à notre niveau. Il faut fédérer, en fait, toutes les forces vives de la nation qui ne se retrouvent pas dans la politique qui est actuellement mise en œuvre par la coalition Benno Bokk Yakaar. Et dans ce cadre-là, il faut tendre vers une unité d'action. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord formel de collaboration avec Bokk Gis Gis ou avec Réumi de Idriss Seck, mais nous partageons un passé. Je pense que nous pouvons nous entendre en fait sur une unité d'action. En tout cas, nous pouvons marcher séparément, mais nous pouvons frapper ensemble. Je pense qu'il y a des pourparlers, il y a des discussions qui n'ont pas encore produit quelque chose. C'est là où je peux m'arrêter. En fait, je préfère m'en arrêter pour le moment-là par rapport à cette question. Mamadou Kassé, est-ce que cette coalition qui est mise en place par l'opposition fait peur à Benno Bokk Yakaar? Merci Alsan, je dois d'abord vous féliciter pour la qualité de cette émission et également vous remercier de l'honneur que vous me faites de m'inviter aujourd'hui, en ce dimanche. Et puis dire que, M. Khafor Touré, que je salue au passage, l'a bien dit. Il n'y a pas d'accord formel, donc nous ne pouvons pas parler de rassemblement. Donc nous attendons effectivement de voir les développements futurs pour avoir une lecture plus lucide de la situation. Ce que je retiens, c'est que le président de la République, tête de file de la coalition Benno Bokk Yakaar qui est au pouvoir, a lancé un large rassemblement autour de lui pour effectivement prendre en charge les préoccupations de la nation. Est-ce que lancer ce rassemblement, c'est s'aborder Benno Bokk Yakaar? Moi, je ne l'entends pas comme ça. Je l'entends comme un rassemblement pour travailler au service du pays. Et la situation politique aujourd'hui, Khafor, comment vous la qualifiez? Écoutez, comme moi je la qualifie depuis très longtemps, moi j'ai une position qui est constante par rapport au paysage politique sénégalais. Moi je fais partie d'une génération qui fait la politique par vocation et qui veut que le jeu politique sénégalais dans notre pays soit lisible et très clair. Je pense qu'il y a une coalition victorieuse qui est au pouvoir. Il y a un parti qui est au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une situation confuse. Vous avez une alliance gouvernementale hétéroclite composée de forces socialo-communistes, de forces qui se réclament du libéralisme, de forces qui se réclament de la social-démocratie. Je pense que ça fait un cocktail qui se retrouve autour d'une entente simplement électorale. Mais c'est une coalition qui n'a pas été bâtie sur une base programmatique. Je pense que nous avons intérêt tous à ce qu'il y ait, pour l'intérêt de notre pays, pour la stabilité de notre pays, à avoir un système politique clarifié, avec une coalition gouvernementale homogène, avec un programme commun auquel tout le monde se retrouve. Et c'est ce qui justifie même les problèmes qu'il y a aujourd'hui au niveau de la coalition gouvernementale où le parti au pouvoir dit qu'il ne sente pas les alliés auprès d'eux. Parce que les alliés disent qu'il n'y a pas de concertation. Je pense que
aussi au niveau de l'opposition, hein, nous sommes en train de constituer une coalition, mais si on procède à l'analyse, évidemment la force dominante au niveau de l'opposition aujourd'hui, c'est le PDS, constitué d'autres partis qui se réclament de la gauche et autres. Je pense que ça ne va pas dans l'intérêt de ce pays-là. Il faut qu'on arrive à ce que les partis, les coalitions se retrouvent autour d'une base, d'un minimum de consensus, d'une base programmatique, pour que les Sénégalais puissent avoir enfin une offre politique et puissent choisir lors des joutes électorales en toute connaissance de cause. Cela évite à ce qu'on ait la situation qu'on a eue dans Benno Bokk Yakaar depuis un mois, Idriss Seck qui part, d'autres forces qui vont sortir d'ici les élections locales et peut-être Macky Sall qui va se retrouver seul avant quand on va aborder l'échéance de 2017. Notre démocratie, notre niveau de développement a dépassé des coalitions conjoncturelles sur la base d'un objectif commun, tout sauf telle personne. C'était le cas en 2000 avec tout sauf Abdou Diouf, c'était le cas en 2012 avec tout sauf Wade. Le problème, c'est qu'on se retrouve après avec des blocages au niveau du fonctionnement du gouvernement, parce que la réalité aujourd'hui, nous avons quel est ce qui lie le Parti socialiste, l'AFP et l'APR. Si on se réfère à la coalition Benno Acta Nord et Benno Siggil Sénégal, ils n'ont pas pu s'entendre. Ils n'ont pas pu faire le compromis historique. Des personnes qui n'ont pas été capables de faire un compromis à un moment déterminant de l'histoire de ce pays-là, si ces mêmes personnes disent qu'ils travaillent, qu'ils sont dans un partenariat sincère, je pense qu'il faut se poser des questions. Je pense qu'ils sont dans un partenariat pour le partage de privilèges, pour un partage de postes, pour simplement gérer le pouvoir, mais il n'y a pas une... Et parce qu'aujourd'hui, personne ne reconnaît, en tout cas Macky Sall, comme le chef incontesté de la coalition au pouvoir. Vous n'entendrez aucun leader le clamer haut et fort. Je pense que nous avons besoin, au niveau de la majorité, d'un leader politique fort qui a sa vision, qui imprime sa vision à la marche de notre pays. Nous avons besoin aussi d'avoir une opposition forte avec une quand même force de proposition. Il faut qu'on en arrive à dépasser cette situation politique où on a un débat qui est vraiment médiocre, qui est un débat tout est mauvais au niveau du pouvoir, tout ce que le pouvoir fait est mauvais, ou bien dans l'opposition, ils sont tous des voleurs. Je pense que c'est une stigmatisation ou c'est une division qui ne correspond pas en réalité à la situation du pays, qui ne correspond pas aux exigences des citoyens, aux attentes des citoyens vis-à-vis des hommes politiques. Je pense que les hommes politiques, tout ce qu'ils ont choisi de faire de la politique, c'est à eux d'être à la hauteur des enjeux, d'arriver à offrir et à construire une offre politique qui permettrait aux Sénégalais de ne pas se dévier effectivement des partis politiques, parce que dans tous les pays, c'est les partis politiques qui exercent le pouvoir. Si on ne fait pas gaffe dans notre pays, nous allons arriver dans une situation pas très lointaine où d'autres forces obscures peuvent prendre le pouvoir et nous mener vers l'aventure. Mamadou Kassé, est-ce que vous partagez son analyse? C'est quel programme aujourd'hui que vous appliquez au sein du gouvernement? Est-ce que c'est le programme des assises nationales ou bien de Yonou Yokoute? C'est le Yonou Yokoute. Je dois dire que j'apprécie beaucoup les analyses de Khafor, que je respecte, mais je dois dire qu'il y a plein de choses que je ne partage pas du tout. D'abord, je pense qu'au Sénégal, nous devons nous retrouver d'abord autour de l'essentiel. Ça, c'est opposition et pouvoir confondus. Pour ce que nous partageons tous ensemble, le Sénégal. La deuxième chose, c'est que je veux bien qu'il s'érige en donneur de leçons, mais en réalité, il aurait pu donner des leçons dès 2000. Parce que la coalition qui a porté le président Abdoulaye Wade au pouvoir était aussi une coalition hétéroclite. C'est l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas un partage de postes, c'est un partage de responsabilités. Parce que ce sont des responsabilités qui nous sont confiées. Le président de la République est le chef de cette coalition. Le programme, c'est le Yonou Yokoute, et je pense que plusieurs instances restent des instances de concertation et de prise de décision, notamment le Conseil des ministres. Donc, quelque part, je ne comprends pas trop la démarche de Khafor, de vouloir tout de suite nous rentrer peut-être dans des clivages dont on n'a peut-être pas l'habitude. Peut-être qu'on va tendre vers ça, mais effectivement, il faut qu'on ait un large débat qui nous permette de savoir où on va
où va notre République, où va notre État. Mais si on regarde dans la presse que le président ait déclaré quelque part qu'il ne sent pas le soutien des autres membres du gouvernement par rapport à ce qui s'est passé, notamment avec la pénurie d'eau. Est-ce qu'il l'a dit? Je pose la question, c'est la presse qui l'a rapporté. Ah ben, moi, la presse n'est pas toujours non plus un modèle de référence. Moi, je me réfère à ce que dit le président et je me réfère aux actes que je vois. J'ai vu que les gens étaient engagés dans cette question sur le terrain. Il y a eu un élan solidaire, peut-être pas toujours par la parole, par la presse, mais par des actions. Ça nous permet d'aborder ce volet de notre débat. C'est par rapport à la gestion de la pénurie d'eau avec l'histoire de Keur Momar Sarr. Comment vous l'appréciez-vous, Khafor? Mais moi, je pense que je l'apprécie comme tous les Sénégalais, et même au niveau du pouvoir, je pense que l'appréciation a été la même. C'est une situation catastrophique, parce que c'est pour une grande première dans l'histoire de ce pays qu'une pareille situation se produise. Je pense que c'est inexplicable, c'est à la limite de... Et même j'ai vu hier dans le communiqué du Conseil des ministres, les propos du Premier ministre qui qualifie cette situation d'inacceptable. Je crois que, mais il ne faut pas se limiter simplement au constat de l'inacceptable. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Moi, je ne suis pas un technicien, donc je ne vais pas rentrer dans un débat technique sur cette question-là. Accident, incident. Ce que je constate simplement, c'est que le gouvernement a failli dans la gestion de la crise. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, il manage une situation de crise. La communication, durant cette crise-là, a été désastreuse. Parce que qu'est-ce qu'on a eu? Pendant une semaine, on a eu un gouvernement qui s'est remarqué par le silence absolu. Aucun commentaire sur la situation pendant une semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Premier ministre, il y a 15 jours, qui convoque une conférence de presse et qui nous invoque Dieu. Ensuite, la semaine suivante, qu'est-ce qu'on observe? Des menaces à l'endroit des techniciens de la SDE, à l'endroit des techniciens de la SONES, des menaces du président de la République à l'endroit des populations, des citoyens qui ont exprimé une situation de colère à travers quelques manifestations dans la rue. Et je pense que c'est à partir de là qu'ils ont mesuré, après 2 semaines, la profondeur de la crise, la profondeur de la panne, et le gouvernement a été incapable de donner des délais. Par rapport à cette crise-là. Je pense que, et c'est ça qui a exaspéré les populations. Ensuite, nous avons vu aussi, en dernier ressort, une stratégie ou une volonté de se dédouaner, en essayant d'imputer la responsabilité à d'autres. Je dis, lorsque on a la charge de la destinée d'un pays, il faut être prévenant. Gouverner, c'est prévoir. Moi, je ne suis pas là dans une posture de dire que les accidents ne sont pas possibles. Les accidents sont possibles. Mais je n'ai pas pu comprendre qu'un État soit inerte pendant une dizaine de jours avant de mobiliser les gros moyens. Parce que, soit les techniciens dans la chaîne d'information de l'autorité, il y a eu des défaillances, et en ce moment-là, il faut faire des sanctions, mais qu'une situation aussi dramatique, une panne aussi sérieuse puisse se produire et que les autorités gouvernementales ne soient pas en mesure de donner l'information juste et vraie aux populations, je crois que c'est quelque chose qui a été vraiment catastrophique. Kassé, comment appréciez-vous justement cette situation? Parce que beaucoup de Sénégalais ont dit que le constat qu'ils ont fait, c'est qu'au départ, on n'a pas dit toute la vérité par rapport à ce tuyau. Moi, je n'ai pas la même appréciation que Khafor de cette situation. D'abord, c'est une question d'approche. Nous avons connu un accident ou un incident. Pour moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas saluer déjà le courage et la dignité dont les Sénégalais ont fait montre face à cette situation inédite et qui ont fait que je suis réellement fier d'appartenir à ce grand pays et à ce grand peuple qui, toujours face à des situations exceptionnelles, sait faire preuve de responsabilité.
Mais la responsabilité, elle est transversale et dans le temps. C'est pour ça qu'il ne fallait pas apprécier cela à l'aune d'un État. C'est vrai qu'il y a un gouvernement qui est là, à l'heure actuelle. La situation était difficile, elle était délicate, elle était même pénible. Mais il ne faut pas s'empresser toujours de sanctionner, comme ils l'ont toujours fait. Avant de sanctionner, il faut situer les responsabilités. Et je pense que le Premier ministre n'a pas menacé. Le Premier ministre a juste dit que nous allons situer les responsabilités et prendre des mesures. Et quand il s'est agi de revenir sur la chose, à l'analyse des informations qui étaient à disposition, moi j'ai compris dans le discours du Premier ministre qu'il fallait des gros moyens. Et le président a tout de suite écourté son voyage. Il s'est présenté au chevet des Sénégalais, des Dakarois surtout, et la solution a été trouvée. Aujourd'hui, on remarque peut-être un retour progressif de la situation. Donc il ne faut pas avoir une utilisation politicienne de certaines questions. Moi, franchement, la question de l'eau, ce qui nous est arrivé, cette crise, et la question des inondations sont des questions sur lesquelles j'évite de faire de la politique politicienne. Et quand on doit situer les responsabilités, on doit également les situer dans le temps. Et chacun doit y prendre sa part. Je ne peux pas comprendre que certaines personnes soient aujourd'hui se dédouaner, il a dit. Donc eux-mêmes se sont dédouanés des actes qu'ils ont posés dans le temps et qui ont impacté dans cette situation. Voilà ma position sur cette affaire. Mais vous parlez de réparation du tuyau, le Premier ministre n'a pas de gros points, mais le président a déclaré que dans 12 jours, la pièce sera acheminée de la France pour la réparer. Est-ce que cette période-là de réparation aussi, les Sénégalais vont connaître la même pénurie? Comment cette question sera gérée? Bon, moi franchement, j'aborderai dans le même sens que Khafor parce que, effectivement, n'étant pas vraiment un grand spécialiste de la question, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Mais ce que je peux dire, c'est la lecture que j'ai du message que nous livre le président. En tout cas, il est conscient qu'il faut des solutions durables. Et ces solutions durables, il les applique à plusieurs situations. Je veux dire, tout à l'heure, peut-être on parlera des inondations et ce sera peut-être l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Il y a l'engagement du gouvernement de mettre en place des plans de contingence et de gestion de risques pour tous les services aujourd'hui stratégiques. C'est-à-dire on a parlé et de l'eau, et de l'électricité, et des télécoms. Et la mise en place également d'un comité stratégique de réflexion pour aller dans le durable, encore une fois. Parce que ce que nous a révélé cette crise, c'est un peu notre vulnérabilité. Mais on doit prendre en charge, ensemble. De plus, bon, le Premier ministre a également annoncé qu'il y aura un audit des canalisations relevant de la SDE et de la SONES. Et donc, je pense qu'à l'issue de ça, ils situeront les responsabilités. Parce que les Sénégalais ont besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, surtout le Dakarois, il n'y a que peut-être 2 conduits d'eau qui alimentent Dakar, que le Mouarsar et le lac de Guerre, même si c'est la même zone. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait quand même mettre en place une autre canalisation pour éviter de vivre ces genres de situations qui sont pénibles? Moi, je pense que dans les solutions durables, il y a l'étude de toutes les alternatives. Donc forcément, la diversification des sources sera à l'étude avec d'autres procédés qui permettront peut-être... Parce que ça doit nous... on doit tirer les enseignements de tout cela. Moi, c'est ce que je retiens. Donc, j'imagine que ce sont des choses que nous prendrons également en compte. Khafor, le gouvernement a promis de faire des audits techniques, même financiers, pour savoir. Parce que beaucoup de questions se sont posées par rapport à cette affaire. Les gens se sont demandé, est-ce que l'argent qui aurait dû être mis dans la canalisation pour éviter d'avoir cette situation a été mis effectivement? Mais écoutez, moi, ça c'est l'audit technique et financier qui peut le dire. Hein. Mais en tout état de cause, moi je voudrais qu'on propose, en fait, face à des problèmes, de vraies solutions. Vous savez, c'est trop facile à chaque fois qu'une situation catastrophique se pose, qu'on nous promette des audits pour mieux noyer le poisson. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut. En fait, l'audit ne servira... Vous n'êtes pas convaincu que les audits iront jusqu'au bout, c'est ça? Moi, je suis pas tellement convaincu. Pourquoi? Très honnêtement, je suis pas tellement convaincu parce que la situation, elle est très simple. Vous savez, moi, de tous les éléments d'information dont je dispose, c'est que on n'a pas besoin d'audit pour faire le diagnostic et identifier le problème. Il y a un tuyau qui a été posé
qui a été acheté, qui a une durée de vie de 30 ans, mais dont la garantie est de 10 ans. Et au bout de 9 ans, ce tuyau présente des problèmes sérieux. Mais le contrat, il est clair normalement. Si avant la fin de validité de la garantie du produit acheté, il y a défection, je pense que le produit devient défectueux, je pense que le contrat doit être clair. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut aller plus loin que des audits techniques, financiers. C'est pour noyer, calmer la colère. Je pense qu'un gouvernement responsable doit avoir une stratégie claire, sérieuse, pour régler les problèmes. Je pense que quand le problème est survenu, avant de nous parler d'audit, c'était de mesurer l'ampleur de la panne, l'ampleur des travaux à effectuer, de mobiliser toutes les ressources nécessaires parce que c'était la sécurité alimentaire, physique, sanitaire de presque 5 millions de Sénégalais qui étaient concernés. Mais de louer un avion cargo, d'aller chercher la pièce de rechange. Parce qu'aujourd'hui même, la pièce, aujourd'hui quand le président dit 12 jours, c'est parce que la pièce va être acheminée à Dakar par voie maritime. Et est-ce qu'on n'avait pas les moyens, quelles que soient les dimensions de la pièce, de l'acheminer, de louer quelque part un avion cargo? Moi, je pense que c'est à ce niveau-là, moi, sur des questions de management, de stratégie, sur ça que je peux parler. Je trouve que l'État n'a pas fait exactement, n'a pas mesuré l'ampleur de la panne, n'a pas mesuré la gravité de la situation et n'a pas mobilisé les ressources nécessaires pour régler cette question. Et même quand une panne pareille se pose, moi je pense qu'au bout d'une semaine, il fallait être en mesure de mobiliser le génie militaire, de mobiliser en fait les forces armées, de réquisitionner tous les camions citernes qui existent dans ce pays, dans les sociétés, parce que l'État a cette prérogative-là. Mais de réquisitionner, de trouver, d'alimenter les quartiers en eau. Mais ça, nous l'avons constaté dans les 3 derniers jours. Dans les 3 derniers jours, pendant les 10-15 premiers jours de la crise, il n'y a que quelques privilégiés du régime qui étaient alimentés en eau. Ce sont ces défaillances-là, moi je pense qu'il faut soulever, et ce sont ces défaillances-là qu'il faut corriger lorsque, à l'avenir, pareille situation, on ne le souhaite pas pour notre pays, parce que le spectacle qui était offert dans les rues de Dakar est un spectacle désolant. Moi, les charrettes qui circulaient à Dakar avec des bidons, les dames, c'est un spectacle qu'on n'a pas vu depuis notre temps d'enfance. Je pense que le Sénégal ne doit pas revenir 20 ou 30 ans en arrière. Concernant les audits, beaucoup de Sénégalais se posent des questions. Est-ce que l'État ira jusqu'au bout dans ces audits? Parce qu'on a vu la gestion aussi de l'affaire de la drogue dans la police. Pratiquement, on n'en parle plus. Le dossier semble être pratiquement oublié. Est-ce que ce dossier-là ne va pas aussi connaître le même sort? Bon, je dois d'abord, Alassane, si vous le permettez, rajouter peut-être quelque chose par rapport à ce qu'a dit Khafor. Moi, je ne pense pas qu'il y avait des privilégiés qui se faisaient fournir des citernes d'eau. Moi, j'ai vu des gens engagés parce que nous étions tous touchés. Il y a certaines personnes, enfin certains quartiers étaient encore alimentés, peut-être à bas débit, mais c'était des quartiers qui étaient encore alimentés. Parce que la panne concernait 40% des Dakarois. Déjà ça, il faut quand même faire la précision et les détails. Alors, moi j'allais chez mes parents où il y avait de l'eau. Je puisais là-bas pour aller alimenter les gens de mon quartier. Donc, je ne me considérais pas en tout cas comme un privilégié dans n'importe quelle situation. Je pense que dans les situations de ce type, c'est ce que je disais, il ne faut pas politiser. Il faut prendre en charge. Et moi, c'est cet élan de solidarité dans lequel les gens se sont inscrits qui m'a marqué. Mais je ne vois pas pourquoi l'État n'irait pas au bout des audits. Ce qui est déclaré est clair. Le président va vers des solutions durables. Donc forcément, ils tireront tous les enseignements de ce qui nous est arrivé. Il y a aussi les responsabilités qu'on doit assumer dans ce dossier. Bien sûr, mais attendons. Moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Ce que je dis n'engage que moi. Je n'ai qu'une lecture de la situation. Donc, il appartiendra peut-être quand vous aurez l'occasion d'interroger le porte-parole du gouvernement, il ira plus en profondeur sur cette question. Mais moi, j'ai la conviction que si on doit chercher des solutions durables, en tout cas, on ira au bout de toutes ces situations qui sont annoncées.
enfin en tout cas des décisions qui sont annoncées. Parce qu'on a vu le dossier de la police avec la drogue. Aujourd'hui, on semble oublier ce dossier-là. Il est pratiquement plus d'actualité, apparemment. Ah, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'il doit tourner quelque part ou il doit être instruit quelque part. En tout cas, je n'ai pas. Parce que la même fermeté a été aussi à entendue dans cette histoire. Le ministre de l'Intérieur, M. Patisek, avait dit que nous irons jusqu'au bout, les études seront faites, les sanctions seront prises. Les Sénégalais attendent toujours la suite de ce dossier. Mais les choses prennent toujours le temps qu'elles doivent prendre aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Moi, j'estime qu'il y a toujours, dans toute chose, il y a des processus. Et qui doivent aussi épouser nos moyens d'investigation et d'action. Aujourd'hui, peut-être combien de détenus attendent d'être jugés. Mais c'est un processus. Bon, maintenant, si j'en savais plus, peut-être que j'aurais donné une réponse plus claire. Mais comme ce n'est ni mon domaine, ni des choses sur lesquelles je suis informé, franchement, je ne peux que m'en arrêter là. Pénurie d'eau, inondation dans la banlieue. On a vu cette année aussi, comme toutes les autres années, les populations de la banlieue sont trouvées dans des situations difficiles d'inondation. Est-ce que aussi, à votre avis, Khafor, cette question a été prise en charge effectivement par le gouvernement? Mais écoutez, moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est que entre les actes, les intentions du gouvernement qui sont proclamées et les intentions proclamées et les actes sur le terrain, il y a un énorme décalage. Aujourd'hui, moi, je fondais beaucoup d'espoir. Et ça, franchement, moi, depuis tout le temps, j'ai la conviction que, étant un pays en voie de développement, il nous faudrait des consensus sur un certain nombre de questions, notamment sur la question de l'électricité, des infrastructures, des inondations, sur la question de l'emploi des jeunes. Sur la question de l'inondation, moi, je peux très bien parler parce que j'habite la banlieue, j'habite Guédiawaye. Mais aujourd'hui, la situation est pire. On est au mois d'octobre, à quelques jours de la rentrée des classes. Savez-vous, Alsan, que tous les établissements de la banlieue aujourd'hui sont inondés? Aujourd'hui, on peut recenser une vingtaine d'établissements scolaires en passant par les quartiers Wakhinane Nimzatt, Keur Massar, Thiaroye, Yeumbeul, Boune, pas plus tard qu'hier. Vous avez entendu les manifestations des populations de Boune où il y a eu même des arrestations par rapport aux eaux stagnantes. Je crois qu'il y a une situation très grave et on ne peut pas aborder des questions aussi sérieuses par la communication. Et une communication, je pense que la meilleure communication pour un gouvernement, c'est une communication par les actes. Mais des incantations, on nous a parlé d'une opération Fendi, avec un conseil interministériel où toute l'armée était mobilisée. On nous a dit qu'on allait mobiliser le génie militaire pour descendre sur le terrain. À ce jour, aucune population de Guédiawaye, de Thiaroye, de Yeumbeul, de Keur Massar n'a vu un militaire sur le terrain. L'opération Fendi s'est limitée simplement à des effets d'annonce. Aujourd'hui, cette semaine, on est en train de demander aux populations qui vivaient dans les établissements de quitter les établissements et de rejoindre leur domicile, alors que les eaux sont toujours dans les domiciles. Je pense que c'est une situation quand même qui est extrêmement grave. Les populations ne constatent pas. Et ça, c'est un constat. Parce que peut-être ce qui décide, le président de la République, peut-être même n'est même pas informé par rapport à cette situation. Moi, je suis même au courant de mouvements d'humeur qui vont se passer ce week-end à Wakhinane Nimzatt, parce qu'aujourd'hui, il y a le bassin de Darou Rahman avec les travaux qui sont effectués à Yeumbeul, qui est en train de déborder et de déverser ces eaux sur tout le quartier Darou Rahman aujourd'hui à Wakhinane Nimzatt. Je pense que on ne peut pas dire qu'on a investi 76 milliards pour une année, alors que la situation sur le terrain n'a pas de changement. Moi, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de tout ce qu'on annonce, mais la réalité sur le terrain. Et quand on observe la réalité sur le terrain par rapport aux inondations, je pense que la situation aujourd'hui est dramatique. On a reporté l'ouverture des classes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est parce que aujourd'hui, si on procédait à la rentrée le jeudi passé, dans la banlieue, dans les départements de Pikine et Guédiawaye, il n'y aurait pas eu rentrée des classes. C'est pourquoi on a reporté d'une semaine. Parce que les écoles, les établissements, la réalité sur le terrain, c'est que les établissements scolaires étaient encore utilisés. L'autre élément, moi je suis d'accord
aujourd'hui, il faut des solutions structurelles. Vous savez, il y a des populations qui habitent sur des points d'eau. Ça, c'est une réalité. Mais la solution structurelle sur la question des inondations, mais c'est la restructuration. C'est la restructuration des zones inondées. Mais ça demande un courage politique. Ça, il ne faut pas un empressement. Quand on dit on accélère la cadence, on annonce des choses. Le président de la République, on l'a amené à Tivaouane-Peulh, inaugurer des maisons où 48 heures après, des mules de clôture sont tombées. Savez-vous, Alsan, que quand vous allez à Tivaouane-Peulh aujourd'hui, les 200 familles qui sont logées dans la cité Taouféry Yakar, savez-vous que ces 200 familles n'ont ni eau, ni électricité. Les 200 familles aujourd'hui qui sont relogées, ils n'ont ni eau, ni électricité. Il ne s'agit pas de se presser pour donner des clés symboliquement à quelques personnes sous les caméras et de donner l'impression qu'on règle les problèmes alors que les problèmes ne sont pas réglés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement continuer la politique de relogement qui était en vigueur dans le Djahaï, qu'on appelle autrement aujourd'hui. Il faut continuer ce plan de relogement des populations, de restructuration des zones inondées en délogeant toutes les populations qui habitent dans des zones d'eau pour permettre aux eaux de pluie d'avoir des pistes d'évacuation et de rejoindre le technopôle ou les différents lacs. Moi, je pense que c'est ça la situation. Elle est extrêmement compliquée. Moi, il ne s'agit pas de faire de la politique sur ces questions, mais ce que je vous dis, c'est la réalité du terrain, parce que je suis constamment à Guédiawaye et je connais exactement la réalité du terrain. Parce qu'il ne faut pas qu'un gouvernement se mette à tenir un discours qui est déconnecté de la réalité du terrain. Kassé, par rapport à cette question bien précise, les inondations, l'opération Fendi, les promesses faites qui ne sont pas réalisées, l'école qui doit ouvrir ses portes, les jeunes n'ont pas où aller, et l'hivernage, peut-être chaque année on aura encore beaucoup plus de pluie, et on se retrouve pratiquement chaque année dans la même situation. Très bien, merci Alsan. Alors, je vais d'abord, j'estime qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Khafor. Lui, il est souvent dans la banlieue, nous on y est toujours. Le plan Fendi, c'était un plan complémentaire, justement pour assécher certaines zones qui n'étaient pas prises en compte dans la matrice prioritaire. C'est pour cela qu'il y avait un plan complémentaire. Dire qu'il n'y a aucun militaire sur le terrain me semble une contre-vérité. Mais ma foi, comme il l'a dit, ça l'engage. En tout cas, les assurances qui sont données par le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones inondées, c'est qu'en collaboration avec le génie militaire et le groupement national des sapeurs-pompiers, ils vont assécher toutes les écoles pour assurer une bonne rentrée dans les meilleurs délais. Ça, c'est un premier point. Et en deuxième lieu, ils ont ajouté qu'ils vont remblayer les mosquées en direction de la prière de la Tabaski. Il s'agit de 66 milliards sur la phase urgence, pas de 76. Sur un plan global d'un peu plus de 700 milliards et décennal. Là aussi, il faut pouvoir juger par rapport à la situation dont nous avons hérité. Depuis 1998, nous avons un retour à une pluviométrie normale. Cette année, il est tombé un volume de pluie impressionnant par rapport aux autres années. Et je pense que ça va aller crescendo. Mais, il parle d'actes. La RN1 a toujours constitué ces 5 dernières années un point névralgique. À chaque fois qu'il tombait 80 mm d'eau, mais elle devenait impraticable alors que c'est l'une des sorties principales de la ville. Cette année, on n'en a pas entendu parler. La réalisation de la ceinture de drainage au niveau de Cissesse, et je me passerai vraiment des choses qui ont engendré ces inondations-là, sur lesquelles on pourrait faire un audit profond. Le Cissesse était devenu également une catastrophe au niveau du centre Sénégal-Japon et également au niveau de Philippe Maguilène Senghor. Cette année, on n'en a plus entendu parler. À Grand Yoff l'année dernière,
c'était près de 300 familles qui étaient touchées. Cette année, on parle de 30 à 40 familles. La zone de captage, on n'en parle pas. Le lac Wouy, parce qu'il faut savoir que dans cette zone-là, il y a un chapelet de lacs. Le lac Wouy, le lac Warouaï, le lac Tchourour et le lac de Mbebes, qui s'interconnectent naturellement. À des moments, il y a des pics de niveau. Donc on avait un problème de contrôle au niveau du lac Wouy. D'ailleurs, c'est pour ça que le président s'est déplacé sur le terrain pour voir l'importance des ouvrages qui ont été installés sur place. Les 2 grandes pompes de grande capacité qui déversent vers la mer pour assurer un niveau acceptable. Troisièmement, moi je ne fais pas de politique là-dessus. Hein. En 2009, j'étais directeur technique du Fonds de solidarité nationale. Donc je connais très bien la banlieue, je connais très bien la question et je ne peux pas utiliser ça comme arme politique, ce n'est pas possible. Mais d'importants actes ont été posés. Je reviendrai sur le relogement. Mais les inondations ne se limitent pas à Dakar. Dakar n'est pas le Sénégal. Aujourd'hui, il faut apprécier les 18 500 mètres linéaires de canaux de drainage d'eau pluviale qui sont en cours de réalisation à Touba. L'année dernière, en début d'hivernage, lorsqu'on a lancé le plan Orsec à partir du bureau du Premier ministre, alors que le président était à Johannesburg, mais tout Touba était inondé. Nous sommes allés en délégation là-bas, qui était dirigée par Augustin Tine, ministre des Forces armées, avec tous les ministres concernés. Mais lorsqu'on est arrivé, mais il y avait de l'eau partout. La station de Kernian, je ne dirais pas qui l'a réalisé. Ce n'est pas important, il faut prendre les choses en main. La station de Kernian, jusque dans son local technique, était inondée. Elle pompait les eaux de Touba Mosquée pour les déverser en aval sur Dar Rahman, sur une cavité qui était réduite. Cette cavité aujourd'hui, elle a été rendue plus importante en termes de diamètre et aujourd'hui en surface, elle fait 59 000 m². Est-ce qu'on a entendu cette année parler d'inondations réelles à Touba? Grave, en tout cas de l'ampleur de ce qu'on a vécu l'année dernière. Séance tenante, quand on a présenté le plan décennal au Khalife général, il s'est comporté en citoyen. Il faut saluer ce geste. Il a mis 1 milliard dans ce plan et dans sa phase urgence. Il y a aujourd'hui, je pense que Aïda Mbodj ne nous a pas encore rejoints, que je sache. Elle est encore maire de Bambey, membre du PDS. Mais c'est elle-même qui a dit que les travaux qui ont été réalisés dans les secteurs prioritaires de la ville de Bambey, mais sont des travaux que de mémoire de Bambeyois, on n'a jamais vu. Donc, ne me dites pas aujourd'hui que nous n'avons pas posé des actes. Mais seulement quand on travaille pour le pérenne et pour le durable, le temps est notre meilleur allié. Donc, c'est pour ça que j'évite de faire de la politique. Mais les choses sont prises en charge. Moi, j'ai vu d'énormes évolutions. Quand j'étais directeur technique du Fonds de solidarité, nous allions très souvent sur le terrain pour faire des actions sociales, c'est-à-dire distribuer du riz dans des zones où il y avait de l'eau. Et Alsan, il faut savoir qu'aujourd'hui, les eaux qui sont tombées retrouvent là-bas déjà des eaux de 2005. Donc, encore une fois, il faut pouvoir situer les responsabilités de manière transversale et dans le temps. Mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler définitivement le problème des inondations dans la banlieue? Parce que certains parlent des forages de Thiaroye, des forages qui sont dans la banlieue, qui auraient pu être réhabilités pour pomper l'eau qui est dans la nappe phréatique, pour libérer un peu cette pression sur Thiaroye. Je vais vous dire, tout cela, toutes ces réponses sont dans le plan décennal. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas tout réaliser en un jour. Et c'est pour ça que le président a une approche planifiée et une approche d'abord concertée avec les acteurs concernés dans le cadre du conseil présidentiel et puis la phase d'urgence qui a été validée sur place avec les partenaires techniques et financiers également. Mais il y a un autre volet dans le plan, c'est le projet, le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique qui prend en charge en fait le drainage de certaines eaux pluviales, parce que j'avais oublié que Dalifort également, on n'en a pas trop entendu parler, alors que l'année dernière, la Cité Soleil était complètement sinistrée. Alors, le drainage vers la mer, en sens gravitaire, comme solution à moyen terme, et peut-être à long terme, utiliser d'autres canaux, d'autres pistes en tout cas de réalisation. Mais tout ça se trouve dans le plan décennal. La réhabilitation de ces forages-là,
la question de la nappe, la question de la libération de certaines zones, la question de la requalification des zones qui sont libérées, et la question de la restructuration. Rafort a posé une autre question importante, c'est le relogement des gens dans des cités qui sont dits assainis, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de courant. Moi, en tout cas, je ne peux pas, ici, dire que ce que Khafor dit est avéré. Ça n'engage encore une fois que lui. Moi, je pense que si vous prenez des sinistrés et que vous les mettez dans une zone où il n'y a ni eau ni électricité, vous les entendrez à la radio. C'est ce qu'il y a de plus commun dans ce pays. Donc, franchement, je ne... Mais on les entend, hein? On les entend. Donc, vous ne connaissez pas la situation. Très bien. Bon, moi, je vais vous dire une chose. Sur la question qu'on a voulu gonfler, déjà. Laquelle? La question de l'affaissement. Il y a un bureau de contrôle, parce que bon, c'est un domaine qui est notre domaine, donc on est à l'aise quand on en parle. Il y a un bureau de contrôle qui de manière régulière officie dans cette zone. Et son rapport est très clair. On était en train d'agir en temps d'intempérie. C'est-à-dire que l'intempérie est prise en compte déjà, normalement, dans un contrat de construction. Le reprofilage de certaines rues avait occasionné l'infiltration de certaines eaux. Il s'agit de, je pense, 3 ou 4 maisons qui étaient concernées et qui vont être reprises, démolies et complètement reprises. Et on parle déjà d'une cité qui est carrément sinistrée. Je trouve ça inadmissible. Encore une fois, ça, ce sont pour moi, des démarches carrément politiciennes. Ça n'a rien de technique. Moi, ce que je voudrais dire, hein, bon, d'abord, la première chose, je voudrais qu'on soigne un peu les propos, hein, qu'on utilise. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique. Ce que je dis et les faits que j'avance ici sont des faits qui sont vécus par les populations de la banlieue. À ce jour, je réitère, vous traitez cela de contre-vérité, mais les Sénégalais qui habitent la banlieue, qui vous écoutent et qui connaissent exactement la réalité, savent qui raconte des contre-vérités. Je dis et je répète qu'il y a un empressement à reloger les populations parce qu'on avait annoncé un chiffre de 2000 logements à livrer avant fin août 2013, finalement révisé à 500 logements à livrer. Il fallait donner des clés de manière symbolique. On a amené des populations, il n'y a même pas 200 logements qui sont livrés. Et ces 200 logements, il n'y a ni eau, ni électricité. Et lui-même vient de confirmer que ces zones étaient à nouveau inondables. J'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais dit. Il y a écoulement des eaux, il y a 4 maisons qui sont tombées. Je dis qu'on opérait en zone d'intempérie, en période d'intempérie. C'est bien ce que j'ai dit. C'est la même chose. Non, et ce que je veux dire, aujourd'hui, moi, M. Kassé, nous sommes des jeunes, nous sommes intéressés par le développement de notre pays. Il ne s'agit pas de se jeter la responsabilité de la balle. Nous avons fait ce que nous avons pu avec le plan Djahaï, avec ses limites, avec ses succès. Vous êtes dans la continuité de cette action. Vous êtes dans la continuité de cette action avec les mêmes volets. Restructuration des zones inondées, assainissement. C'est ça la vérité. Mais prenez le temps nécessaire. Il ne s'agit pas de courir pour donner des résultats. Quand vous allez au plan Djahaï, au-delà des logements sociaux, il y a des commissariats de police, il y a des écoles élémentaires, il y a des collèges, il y a un lycée. Il y a toutes les infrastructures de base. Aujourd'hui, dans la cité qui est construite, la cité Taoufekh Yakar à Tivaouane-Peulh, il n'y a rien. Il n'y a que des maisons. Et je répète, je persiste et je signe, il n'y a ni eau ni électricité. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, nous, on veut vraiment améliorer. Il ne faut pas être rétif à la critique que nous avons, parce que c'est une critique qui est constructive. Il y a des choses qui sont faites. Je dis même sur la question de l'inondation, il faut un consensus sur cette question-là. Mais lorsque nous observons un discours qui ne correspond pas à la réalité, il faut nous accorder la liberté de le dire, parce que c'est ça notre rôle aujourd'hui. Je dis encore une fois, aucune population de la banlieue n'a vu un militaire sur le terrain
Ça n'existe pas. Je suis d'accord avec vous, il y a les sapeurs-pompiers aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui sont dans les établissements, qui pompent. Aujourd'hui, vous allez dans tous les... Il y a un pôle de 2 sapeurs-pompiers dans les écoles. Ça, c'est une réalité. Mais dans l'opération Fendi, on a dit on mobilise le génie militaire. Et aujourd'hui, le génie militaire n'est pas sur le terrain. Ça, c'est une vérité. Il faut l'accepter. Le projet dont vous parlez, vous savez très bien, vous êtes un spécialiste de ce secteur-là. C'est une bonne chose que vous avez hérité et que vous mettez en œuvre. Vous êtes arrivé au bon moment où un projet, où un financement est bouclé, toutes les composantes du projet et à dérouler. Ce qu'il faut. La solution, vous avez la démarche politique et politicienne. C'est celle du président de la République, consistant d'abord à dire les inondations seront un vieux souvenir très rapidement, à la confronter à la réalité de l'exercice du pouvoir, de parler d'abord d'un plan triennal. En un an, on est passé d'un plan triennal, quinquennal et finalement décennal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la solution de solution immédiate à la question des inondations, une fois au pouvoir, on nous dit que la solution sera réglée de manière définitive à la fin de son potentiel deuxième mandat. C'est ça la démarche politicienne. Vous savez, il faut dire la vérité aux populations. Notre urbanisation, nos villes sont à restructurer. Il y a eu énormément de failles et de limites dans l'urbanisation, dans l'aménagement de nos villes. Et ça ne commence pas en 2000, ça commence depuis 1960. On avait commencé par... C'est ça, effectivement, d'aborder ces questions. Le temps que nous avons c'est ça, mais sinon, mais on je ne peux pas ne pas réagir. C'est-à-dire que ce que Khafor a dit, franchement, il force mon respect sur pas mal de choses. Mais je dis, ce sera apprécié par les fonctionnaires de ce pays qui ont travaillé des nuits pour produire le plan décennal. C'est comme si, en fait, il nous disait que c'est dans le secret de son bureau que le président de la République a produit un plan pour dire que finalement... Non, mais je dis qu'aujourd'hui, ce plan a été produit par ce que nous avons de plus qualitatif dans le domaine et qui appartiennent à l'administration sénégalaise, qui ont eu la latitude de travailler. Ce sont des fonctionnaires du ministère de l'hydraulique, ce sont des fonctionnaires du ministère de l'urbanisme, ce sont des fonctionnaires d'autres ministères compétents pour ces choses-là qui ont proposé la base de travail. Le président a donné des orientations. Alors bon, moi je ne m'attarderai pas là-dessus. En tout cas, des actes sont posés. Et aujourd'hui, plus que jamais, je vais faire un petit retour sur le Fonds de solidarité nationale. Un organe auquel je croyais. Et pourtant, c'est un organe qu'on a, je pense, copié de la Tunisie. C'est le président Abdoulaye Wade qui l'avait initié sur la base du Fonds de solidarité nationale tunisien pour combler le gap en infrastructure, en équipement social de base dans des zones noires de la banlieue. Mais ce fonds, en 5 ans, a englouti plus de 10 milliards sans qu'une seule infrastructure de la banlieue porte son nom. Ça a plutôt servi à acheter du riz. Oui, donc, vous êtes très bien placé peut-être pour donner des leçons. Mais toi, tu étais le directeur technique, je rappelle. Non, moi, je suis Quelle est ta responsabilité dans tout ça? Je peux en dire beaucoup de choses parce que les rapports sont publics. Les rapports de la Cour des comptes sont publics. Moi, je ne gère pas de compte. Bon, alors, la dernière chose, Alsan, c'est Djahaï. Mais Djahaï, c'était un objectif de 3000 logements. Aujourd'hui, on est à 2089 logements. Le gap, le reliquat de plus de 800 logements est en train d'être terminé par le MRASI, le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Donc, l'État, c'est la continuité, c'est évident. Mais aujourd'hui, en termes comparatifs, on n'y est pas du tout. Ça a démarré en 2006 et en 2012, on avait 2089 logements. Très rapidement, Khafor, les jeunes du PRS veulent faire une marche du Parti démocratique sénégalais. On revient un peu à la politique, on avait commencé par ça. 8. Les jeunes de l'APR veulent aussi faire une contre-marche. Bon, vous savez, ça, moi je pense qu'il faut vraiment que le parti au pouvoir
retrouve sa sérénité, sache que nous sommes dans une démocratie majeure et une démocratie apaisée. Nous sommes une opposition républicaine, responsable. Nous avons exercé le pouvoir. Nous ne faisons pas de marche pour brûler ce pays ou pour s'aimer l'instabilité ou la cacophonie. Je pense que le pouvoir doit être à la hauteur de ses responsabilités. Il ne s'agit pas, parce que pour moi, c'est des actes puérils, enfantins. Le PDS, l'opposition veut marcher. Vraiment, cette agitation-là notre mérite ne mérite pas le spectacle que l'APR ou le parti au pouvoir veut offrir. Mamadou Kassé, sur cette marche et contre-marche? Bon, moi je dis que la Constitution sénégalaise, je pense en son article 8, garantit un certain nombre de libertés civiles et politiques, dont le droit de manifester. Le droit pour tout citoyen de pouvoir manifester. Je pense que ça, c'est incontestable. Mais lorsque l'on convoque effectivement la loi fondamentale pour réclamer un droit qui est consacré, il est évident que c'est assorti également d'un comportement citoyen dans le sens où il y a un droit commun auquel on est assujetti. C'est-à-dire que, bon, certes, le droit de manifester existe, mais il y a aussi, c'est aussi dans les conditions prévues par la loi. Donc voilà. Les autorités apprécieront. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Malheureusement, je remercie infiniment Abdou Khafor Touré, ex-directeur de l'ANEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes.